Adrien Quatennens, Alexandre Benalla est donc en prison. Son avocate parle d'une justice sous pression. On l'écoute. Je trouve que nous sommes dans une justice qui va mal. Alexandre Benalla ne devrait pas dormir en prison ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je trouve ça profondément injuste. Profondément injuste. La justice a-t-elle été plus dure avec lui? Est-ce qu'il est victime de sa réputation, de sa médiatisation, Alexandre Benalla? Non, je crois au contraire que le fait qu'il ait passé sa première nuit en prison semble montrer un début de rétablissement d'une justice qui soit autre chose qu'une justice à deux vitesses, justement, parce que dans l'affaire Benalla, il faut quand même se rappeler que les premiers qui ont été condamnés sont ses victimes. Donc ce sentiment finalement d'une justice à deux vitesses, selon qu'on soit puissant, proche du président de la République, ou quand on voit à côté la dérive autoritaire qui a consisté à utiliser à plein régime la machine judiciaire, y compris pour intimider des gens sans suite judiciaire ensuite, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Vous mettez en cause la séparation des pouvoirs, quoi, clairement. Mais clairement, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce pays, que l'on soit puissant et proche du président, ou que l'on soit un opposant Gilets jaunes par exemple, eh bien on n'est pas traité de la même manière. Donc le fait par exemple que cette nuit, Alexandre Benalla ait passé sa première nuit en prison et que dans le même temps on voit que Monsieur Détinger, lui, eh bien va au travail ce matin, même s'il va devoir répondre de ses actes et retourner en prison ce soir, c'est peut-être le début d'un semblant de rétablissement d'un équilibre qui était quand même trouble ces derniers temps, je trouve. Nicolas ? Mais imaginons, ce qu'à Dieu ne plaise, on enregistre à votre insu, évidemment, vos conversations avec Jean-Luc Mélenchon, et qu'on les rende publiques et qu'on s'en serve pour vous traîner en justice. Vous diriez quoi ? Ah mais ça c'est un autre débat. Ah bah oui, ça pose la question. C'est à partir de cela qu'il est mis en prison. Non mais là-dessus il y aurait un vrai débat parce que moi quand je vois par exemple que certaines pièces des dossiers dont nous faisons l'objet se retrouvent dans la presse alors que même les partis n'ont pas disposition, ça pose de vraies questions. Donc bien évidemment que c'est un débat. En attendant, la question essentielle qui fait que M. Benalla est en prison hier soir, c'est de savoir si oui ou non ce qu'il a commis est répréhensible, si oui ou non, et il reste des choses à éclaircir. Là-dessus, vous avez vu quand même que la commission d'enquête sénatoriale n'a pas terminé son travail parce qu'il y a eu quand même des contradictions sous serment, notamment sur l'affaire des passeports diplomatiques. Donc ça a bien traîné finalement. Et le fait que pendant que les Gilets jaunes étaient lourdement réprimés, y compris d'ailleurs des manifestants pacifiques qui se sont retrouvés parfois pris à partie de manière inacceptable, eh bien on voyait quoi que M. Benalla, lui, parcourait le monde avec des passeports diplomatiques. Je crois aussi que ce ressort-là, ce deux poids deux mesures en matière judiciaire, mais dans plein d'autres domaines, est un ressort puissant de la colère populaire. Donc si enfin on arrive à rétablir... Non, mais j'entends bien, mais sur ce point-là, des conversations privées, vous êtes ferme, c'est pas admissible que des conversations privées soient rendues publiques. Je suis d'accord pour dire que ça pose débat, même s'il y a effectivement le secret des sources qui est extrêmement important en matière de journalisme, ça pose la question quand même de savoir quel est le système derrière qui permet de faire en sorte que même des pièces qui normalement sont dans un dossier judiciaire se retrouvent dans la presse, d'ailleurs sans que ce soit permis normalement dans le cadre légal. Effectivement, ça pose de vraies questions pour cette affaire-là comme pour beaucoup d'autres. Vous semblez dire que c'est un début de fonctionnement normal de la justice, mais en fait, il n'est incarcéré que parce qu'il ne s'est pas soumis au contrôle judiciaire, pas du tout pour les faits qui, eux, ne méritaient pas jusque-là qu'il aille en prison. Oui, parce qu'il est entré en contact avec Vincent Kras. Il est entré en contact avec Vincent Kras alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Ils étaient mis en examen. C'est uniquement pour cette question, rupture de son contrôle judiciaire, qu'il se retrouve aujourd'hui en prison. Donc en fait, votre raisonnement, il tient à moitié, parce que sur les faits... c'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas terminé, et qu'il y a encore tous les autres faits à établir, même si on le sait, dans le cadre de l'affaire Benalla, le seul responsable, d'ailleurs il s'était dénoncé lui-même, c'est M. Macron, il l'a dit, s'il cherche un responsable, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. C'est quand même étonnant de voir, y compris dans l'affaire Benalla, quand même une affaire à multiples rebondissements, c'est quand même un feuilleton cette histoire, de voir que par exemple M. Macron, qui semble voir l'interférence des Russes partout, y compris, il l'a dit à certains de vos confrères, dans l'affaire des Gilets jaunes, n'est pas été capable de voir qu'il y avait des Russes précisément dans son palais qui étaient en train de commercer avec M. Benalla. Ça pose véritablement question. Donc oui, il y a une responsabilité, et je crois qu'apparaît désormais aux yeux de tout le monde qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que dit Mme Belloubet, dans une affaire de dérive personnelle, c'est ce qui a été dit encore à l'Assemblée nationale la semaine dernière, mais qu'on est bien dans le cadre d'une affaire d'État. Ça se voit désormais.
Monia. Pendant les manifestations des Gilets jaunes, on a vu de nombreux Gilets jaunes, en tout cas des banderoles, demander la tête d'Alexandre Benalla. Le fait qu'il ait passé une nuit en prison, est-ce que c'est déjà un premier pas vers l'apaisement? Et surtout, si on doit se référer aux banderoles des Gilets jaunes et à leur demande, est-ce que la prochaine étape pour vous de l'apaisement, c'est la démission d'Emmanuel Macron? Non, mais d'abord, moi je sais qu'il est coutume parfois de faire passer les Gilets jaunes pour une horde de sauvages, mais ils n'ont pas réclamé la tête, ils ont simplement réclamé qu'il y ait de la justice. Et je crois que c'est un des moteurs considérables de ce mouvement. Quand même des dessins de pendaison. Quand même. Il y avait essentiellement des pancartes qui réclamaient la justice et qu'il n'y ait pas de poids de mesure. Non, mais je crois véritablement que de toute manière, on le voit, c'est pas nous qui injectons ces mots d'ordre dans les manifestations. Il y a un puissant mot d'ordre qui se retrouve partout, qui est la demande de démission de M. Macron. Alors, moi, je considère en républicain que c'est par le bulletin de vote que se tranche cette question, et que si M. Macron ne veut pas changer de cap, eh bien, il doit en retourner devant le peuple, aux urnes, pour qu'on puisse trancher cette question. Parce que quand même, depuis 3 mois, 14 semaines que ça dure, le pouvoir aura tenté de mettre toutes les étiquettes sur les Gilets jaunes. D'abord, c'est un mouvement contre la taxe carbone, on a dit c'est un mouvement anti-écolo. Puis on a vu que c'était pas ça. Ensuite, on a dit c'est un mouvement d'extrême droite, surtout faut pas y toucher. Mais ça il y a n'est un pas peu ça. de tout ça dans le mouvement quand même, ça vous pouvez pas le nier. Mais il y a dans le mouvement des Gilets jaunes les mêmes contradictions qu'il y a dans le peuple français. C'est-à-dire que voilà, ça charrie un ensemble de contradictions. Ce qui est positif, c'est que c'est le peuple qui fait de la récupération politique, au sens noble du terme, qui se remet à faire de la politique, qui reparle de politique. Et on peut tenter tous les artifices. L'essentiel est toujours là. Est-ce que l'impôt de solidarité sur la fortune a été rétabli? La réponse est non. Est-ce que la justice fiscale, est-ce qu'il y a une révolution fiscale prévue, qu'on puisse mieux répartir l'effort entre tous, ce qui est réclamé? La réponse est non. Est-ce qu'en matière de réoxygénation de la vie démocratique, avec par exemple, même si ça n'est qu'un outil, le référendum d'initiative citoyenne, on a avancé? Et pour revenir à l'affaire Benalla, lorsque le président de la République venait chercher, je suis le seul responsable, est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque il est au courant de toutes l'affaire tentaculaire et de toutes les différents aspects de cette affaire, dont les contrats russes, dont les passeports? Vous pensez sérieusement qu'on peut, au sein de l'Élysée, négocier avec des oligarques russes sans que le président en soit au courant? Vous pensez qu'Emmanuel Macron était au courant du contrat russe dans lequel Alexandre Benalla est impliqué? Il faut clairement obtenir cette réponse. Elle me semble essentielle. Je ne l'ai pas. Je n'étais pas présent dans ces affaires. Non, mais vous laissez sous-entendre qu'il ne pouvait pas ne pas être au courant. Je crois que c'est un peu facile de toujours, comme ça, faire en sorte de dire on n'était pas au courant, on ne savait pas. Et d'ailleurs, depuis le début de l'affaire Benalla, ce sont essentiellement les réponses que nous avons de la part de tous les ministres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est on ne savait pas, c'est une dérive personnelle. À un moment donné, quand on voit l'ampleur que ça prend... Le sous-entendu que vous faites est très grave. C'est-à-dire que vous sous-entendez que le président de la République était au courant d'un contrat russe. Le président de la République a dit, et y compris peut-être même avant de connaître toute l'affaire, il a dit clairement, de toute façon, il n'y a qu'un seul responsable, c'est moi. Et il le dit d'autant plus facilement qu'il sait que la Constitution le rend de fait irresponsable. C'est ça aussi qui est le travers de cette 5e République, qui concentre tous les pouvoirs et qui surprotège le président de la République en tout et pour tout. Alexandre Benalla, il doit être, selon vous, poursuivi aussi pour parjure, puisque la commission du Sénat qui doit rendre son rapport dit qu'il a menti, notamment sur les passeports diplomatiques. C'est aux sénateurs d'en décider. Moi, je me plierai à leur décision, mais je crois véritablement que la question est posée, puisqu'on a suivi, et beaucoup de Français d'ailleurs ont regardé avec beaucoup d'intérêt les auditions qui ont été réalisées par le Sénat. C'est le rôle du Sénat aussi de contrôler l'exécutif et de poser ce type de questions dans le cadre d'une affaire comme celle-ci. Si effectivement il y a des contradictions qui restent aujourd'hui mises à jour, eh bien il faut que ça soit poursuivi. S'il y a eu mensonge, en tout cas devant la commission d'enquête sénatoriale, c'est extrêmement grave et donc il faut que ça soit condamné, bien sûr. Nicolas ? Oui, moi je vous trouve très accommodant, pour ne pas dire complaisant, avec le mouvement des Gilets jaunes, dans lesquels je ne vois pas des sauvages, rassurez-vous, mais quand des choses insupportables sont dites ou montrées, pourquoi ne pas prendre ses distances? Déjà, demander la démission du président, c'est un curieux rapport aux institutions. Mais quand on regarde, par exemple, le nombre de guillotines qui ont été promenées dans les manifestations, j'essayais de faire le compte hier soir, il y en a plus d'une quinzaine de villes dont, sous les applaudissements des Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'était pas en marge, c'était vraiment central. Je veux dire, comment vous pouvez tolérer ça? Pourquoi vous ne dites pas, alors d'ailleurs, pour eux c'est très mauvais, je veux dire, de donner cette image-là, parce que c'est très violent quand même. Il y a à peine 40 ans, on a supprimé la peine capitale. Donc comment vous pouvez accepter ça? On va d'abord dire une chose, c'est que dans l'histoire, tout n'a pas toujours été absolument rond et très calme. Il y a eu des moments de turbulence dans notre pays. La Révolution française est un de ces épisodes. Bon, moi, j'ai toujours dit les choses clairement, et le mouvement La France Insoumise a toujours dit les choses clairement. Je suis personnellement, et c'est le cas de mon mouvement, je le redis sur votre plateau ce matin, opposé aux stratégies d'intimidation personnelle et de violence. Je crois que c'est pas une bonne méthode. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un mouvement
pour réussir, doit être un mouvement de masse, et que la condition pour qu'un mouvement soit un mouvement de masse, c'est qu'on puisse y venir et se sentir à l'aise, même quand c'est la première fois qu'on manifeste, qu'on puisse venir avec la poussette et les gamins manifester en famille. Voilà, je crois que c'est ça qu'il nous faut. Et donc quand les Gilets jaunes viennent en famille, et je le vois toutes les semaines, puisque je manifeste à leur côté un parmi tant, je vois ça, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus positif, et que les stratégies violentes et les actes violents qui sont réalisés participent finalement d'une décrédibilisation du mouvement, dont d'ailleurs le pouvoir se sert à plein régime, on le voit bien. C'est-à-dire que chaque semaine, on zoome à fond sur quelques agissements qui sont condamnables et on tente de résumer ce mouvement pour faire oublier l'essentiel. Et l'essentiel, d'ailleurs, je peux vous le dire, c'est que le grand débat va se terminer dans quelques temps. Dans moins d'un mois. Tout le monde verra que c'était complètement inconséquent, que ça a servi à une chose, pour Emmanuel Macron, à gagner du temps, à occuper tout le monde, à tous les étages, vous y compris en tant que journaliste. Et puis derrière, le président dira on ne change pas de cap. Et donc là, je crois que la colère populaire sortira vraiment de son lit. Parce que quand les gens vont se rendre compte que tout ça a été destiné à occuper le monde en espérant que la contestation retourne sous le tapis et que les gens rentrent à la maison, eh bien vous allez voir que là, ça risque d'être beaucoup plus important. Il faut une réponse politique aux revendications qui sont soutenues par-delà le mouvement des Gilets jaunes. Je termine juste là-dessus, vous avez des Français, moi je les croise au porte-à-porte, qui me disent « Pour nous c'est tellement dur qu'on n'a même plus la force de mettre le gilet jaune, et déjà les Gilets jaunes c'est l'avant-garde pour nous. » Donc ce mouvement il est soutenu dans le pays, toujours. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous, on revient tout de suite. Et suite de notre émission avec notre éditorialiste Nicolas Doménac. Alain Duhamel nous rejoindra tout à l'heure. Et puis notre invité, c'est Adrien Quatennens. Merci d'être à nos côtés. Parlons maintenant des rassemblements hier soir pour lutter contre l'antisémitisme. 20 000 personnes à Paris et une union nationale où presque les absences de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, place de la République, ont été remarquées. Écoutez ce qu'en pense le président du Sénat, Gérard Larcher. Mais l'union sacrée, ça ne peut pas se faire qu'à un seul moment. Il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles on doit s'interroger. Je peux comprendre que les formations politiques se soient interrogées sur les valeurs de référence du Rassemblement national et de la France insoumise. Réponse, Adrien Quatennens. C'est dommageable. Ce type de commentaire est particulièrement dommageable pour la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Je veux le dire, notre tradition politique fait que nous sommes infaillibles sur le sujet. Parce que le moteur principal de notre engagement, c'est l'égalité. C'est-à-dire que nous ne supportons pas l'idée que quiconque soit disqualifié pour sa croyance religieuse, pour sa couleur de peau, pour son orientation sexuelle ou que sais-je. Et par conséquent, nous avons toujours été strictement infaillibles et toujours présents dans la lutte contre c'est pour les discours, mais est-ce que vous savez très bien qu'en votre sein, il y a des gens qui soutiennent la cause palestinienne. La cause palestinienne peut entraîner des critiques très sévères du gouvernement israélien, et une critique du gouvernement israélien peut aller vers de l'antisionisme, voire de l'antisémitisme. Faites attention, parce que, y compris ce type de discours... Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà des discours effectivement très nets de la direction de la France insoumise, est-ce qu'il n'y a pas entre vos seins des gens qui sont antisionistes ou antisémites? Je vais être très clair. Regardez, d'abord là, rien que dans votre explication, vous mêlez des choses absolument différentes. Vous parlez de géopolitique et puis vous parlez de religion. Mettons un peu, prenons de la hauteur. Parce qu'il y a des amalgames de fait dans les cerveaux des gens. Il faut véritablement lutter contre ces amalgames. Donc commencez par dire une chose. Toutes les personnes, tous les citoyens français, quelle que soit leur confession, doivent savoir qu'ils ne trouveront pas une faille dans l'axe républicain pour les défendre. Ça, c'est absolument important. Pas une faille. Et la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme méritent mieux que des manipulations, des polémiques, je trouve assez dangereuses. Mais alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'était pas place de la République? Je finis de répondre. Il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dessus au sein du mouvement de la France insoumise. Et je voudrais véritablement qu'on arrête, ou alors que précisément on dise de quoi il s'agit. Parce qu'à chaque fois on nous parle d'ambiguïté, de complaisance. Qui, quoi, comment, quoi de précis? C'est insupportable pour des gens qui sont engagés dans ce combat contre les discriminations et pour l'égalité de se voir comme ça cloué au pilori, et en plus avec jamais de fait. C'est-à-dire que pour beaucoup, au-delà même de la classe politique, c'est plus un combat contre l'antisémitisme, c'est un combat politique, notamment contre la France insoumise, qui est masqué derrière cette lutte. Et je pense que c'est extrêmement dangereux, que ça rabougrit la lutte contre l'antisémitisme et que ça fait même prendre des risques inconsidérés pour le bien fondé de cette lutte. Alors ensuite, hier, Audrey Crespo-Mara et de manière la plus claire qu'il soit, nous étions dans tous ces rassemblements. Les Insoumis y étaient. Il y avait une délégation place de la République. Jean-Luc Mélenchon était, lui, dans sa circonscription à Marseille. Nous avons fait une conférence de presse hier. Mais les leaders politiques, les anciens présidents, les chefs de parti étaient place de la République à Paris. Oui, il y avait une concorde nationale à laquelle n'a pas participé ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon. Avec des parlementaires, était au milieu des gens
sur la place de la République. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est symbolique quand même. Mais le symbole est que Jean-Luc Mélenchon était au milieu des gens dans sa circonscription à Marseille, et ça a le mérite d'être clair. Et puis vous savez aussi, Audrey Crespo-Mara, et j'aimerais qu'on s'étende pas trop là-dessus, parce que je voudrais pas qu'on fasse croire que le sujet c'est nous. Le sujet c'est la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Parce que précisément, vous savez que l'année dernière, lorsque nous avons participé, parce que c'était le souhait de la famille de la victime, à la marche d'hommage à Mireille Knoll, ce qui était essentiel pour nous que d'être présents et que de se battre contre ces actes abjects et intolérables. Eh bien, nous avons été pris à partie par une petite bande d'énervés qui ne sont pas représentatifs de ce mouvement et qui nous ont éjectés d'une manifestation sous le regard des autorités qui n'ont rien fait. Donc hier, nous avions reçu des menaces de mort sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui explique qu'il ait fait le choix jusqu'au bout de ne pas déclarer le lieu où il se rendrait, mais qu'évidemment il se rendrait quelque part, parce que cette cause est aussi la nôtre, n'en déplaise à Il entend porter plainte ? Mais évidemment, mais vous savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on est nombreux, y compris au sein du groupe parlementaire, à être sous des menaces de mort. Qui viennent d'où Qui viennent notamment de l'extrême droite, qui viennent de certains groupuscules. Il y en a, vous savez que Jean-Luc Mélenchon et M. Castaner, par exemple, avaient été visés tous les deux par un même groupe, que des gens ont été mis en prison, certains sont relâchés. Donc à un moment donné, mais encore une fois, je ne veux pas trop en parler, parce que le sujet n'est pas celui-là. Nous devons faire front contre le racisme, contre l'antisémitisme, et n'en déplaise à certains, la France insoumise sera toujours et sans ambiguïté de ce combat. Monia. Hier, on vous a vu derrière Jean-Luc Mélenchon lors de sa déclaration à la presse, et on a entendu Jean-Luc Mélenchon évoquer le fait que, en tout cas, accuser les gilets jaunes d'antisémitisme, c'était un peu une manœuvre pour étouffer le mouvement. Évidemment. Pour vous, c'est une manœuvre. Mais évidemment, je le disais, nous avons condamné fermement les agissements qu'il y a eu contre l'écrivain Finkielkraut lors de la manifestation. Mais qui peut croire raisonnablement que ces agissements soient représentatifs des gilets jaunes dans leur ensemble? Oui, comme nous disions tout à l'heure. Sauf que quand il y a l'agression, il n'y a pas un gilet jaune autour qui s'interpose. C'est pas vrai, les images le montrent. Les images le montrent. Il y en a qui se sont interposés, et puis surtout, vous en avez plein qui ont condamné. Et hier soir, la condamnation sur la place de la Jean-Luc République, Mélenchon. Il y avait des gilets jaunes dans les manifestations hier, dans les grandes villes de France. J'ai des photos à mettre à votre disposition. Il y avait des gilets jaunes. Enfin, faut arrêter. Vous voyez, l'astuce, c'est que comme Emmanuel Macron sait que son grand débat se termine bientôt, et qu'il avait parié sur le fait qu'il fallait absolument que les gilets jaunes soient terminés quand le grand débat serait terminé. Eh bien non, ça ne sera pas terminé, pour la raison que tant qu'il n'y aura pas de réponse politique sur l'essentiel, et l'essentiel dépasse les gilets jaunes. Elles interviendront à la fin du grand débat. Mais non, les réponses, c'est le monarque tout seul qui dit j'en tirerai les conclusions, etc. Mais qui a dit dès le début, ça ne changera pas le cap présidentiel. Donc on a tout tenté contre les gilets jaunes, dont l'abnégation quand même force l'admiration. Des gens qui se battent, qui n'en peuvent plus, qui sont à bout et qui demandent simplement la justice sociale. Vous voyez maintenant dans les cortèges les gilets jaunes sur lesquels est écrit je ne suis pas antisémite, je ne suis pas raciste, je ne suis pas homophobe. Mon indignation est contre l'injustice sociale. Quatennens, vous sous-entendez qu'il y a une manœuvre de l'État, mais par exemple Maxime Nicole sous-entendait aussi que derrière les attentats de Strasbourg, il y avait une manœuvre aussi du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on vous entend, il y a une stratégie un peu de complot pour étouffer le mouvement. Non, attendez, vous voyez, y compris les termes de complot, etc. Je vais vous parler les choses clairement. Il y a incontestablement, et je vois d'ailleurs qu'au-delà de la France insoumise, certains commentateurs, dès hier matin, sur certaines antennes, le disaient, y compris des représentants de la communauté juive, qui disaient incontestablement, on peut voir qu'il y a une instrumentalisation de la question. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on a tenté de résumer le mouvement des Gilets jaunes à des faits qui sont extrêmement minoritaires. Le mouvement des Gilets jaunes, vous pouvez lui coller toutes les étiquettes, la seule qui vaille, c'est que c'est un mouvement pour la justice sociale, pour la justice fiscale et pour plus de droits démocratiques. Et tant qu'on ne répondra pas à cela, ce mouvement, ne vous en déplaise, et malgré toutes les tentatives, continuera jusqu'au bout. Et ces revendications sont incompatibles avec le cap qu'Emmanuel Macron entend maintenir. Donc il faut une réponse politique. L'instrumentalisation, c'est un terme qui est revenu beaucoup, notamment dans la bouche et dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon quand il a condamné l'agression faite contre Alain Finkielkraut. Cette condamnation de Jean-Luc Mélenchon, elle est intervenue tard, 24 heures après, et on voit qu'elle est nuancée, où justement on dit il y a des gilets jaunes qui ne voulaient pas, Pourquoi on a l'impression qu'il est un peu gêné aux entournures, quoi. Audrey Crespo-Mara, il n'y a pas de gêne, le tweet est clair, il dit en plus des gilets jaunes sont interposés, je suis avec eux. Mais pourquoi on fait pas ça tout de suite ? Vous savez, dans ce mouvement, on est nombreux et les parlementaires de la France insoumise, j'en suis, on réagit très vite. Il y a eu instantanément. Il y a un chef de parti. Mais bien sûr, mais en l'occurrence, voilà. Alors, je vais pas vous détailler sa vie, mais il se trouve que samedi soir, Jean-Luc Mélenchon était occupé, il était au théâtre, je crois. Bref, bon, peu importe, il a réagi. Faut aussi
éviter un peu l'instantanéité tout le temps comme ça, qui est exigée. Et puis sa réaction est solennelle aussi. L'incendie de Monsieur Ferrand, quand c'est l'incendie de la maison de Monsieur Ferrand, oui. Et on réagit 24 heures après quand c'est Monsieur globalement, qui se fait agresser. Sans chercher de polémique, la France insoumise a réagi rapidement et en des termes clairs. Voilà. Après les autres. Nicolas. Mais pour faire front, comme vous le dites, contre l'antisémitisme, encore faudrait-il être d'accord pour savoir d'où vient la force de ce phénomène-là. Vous n'avez pas les mêmes lectures, les mêmes explications, aussi bien le Rassemblement national de Marine Le Pen que la droite, que la gauche. Chacun, au fond, a sa forme de déni. C'est-à-dire, certains disent, au fond, l'antisémitisme vient des immigrés, ça c'est une partie de la droite, etc. Chez vous, on dit souvent, ça vient de l'extrême droite. D'autres disent, ça vient du complotisme chez les Gilets jaunes. Je veux dire, c'est quoi votre lecture très précise? Vous ne trouverez pas polémiquer pour savoir d'où il vient. C'est pas polémiquer, c'est une réalité. C'est une réalité. Non, mais on peut se lancer dans une analyse, y compris sociologique, de savoir d'où vient l'antisémitisme. C'est clair que on nous vend souvent l'antisémitisme de banlieue uniquement. Bon, on pourrait aussi parler d'un antisémitisme mondain. Il y a quand même certains écrits qui sont régulièrement réédités. Ça pose question, de Maurras, d'autres. Bon, voilà. Mais globalement, ce qu'il faut expliquer, c'est que quelles que soient ses formes, quelles que soient les formes de sa manifestation, l'antisémitisme, comme le racisme, comme l'homophobie dans ce pays, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Et par conséquent, on a les outils juridiques pour condamner. Vous êtes député, Adrien Quatennens. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Emmanuel Macron dit qu'il y aura des actes forts. Est-ce qu'il faut de nouvelles lois? Est-ce qu'il faut alors il y a dans les tuyaux, il y a cette nouvelle loi qui permettra qui exigera des hébergeurs qu'ils retirent dans les 24 heures les propos injurieux antisémites. Est-ce qu'il faut autre chose? Est-ce qu'il faut fermer les sites de Dieudonné et de Soral qui répandent ces idées antisémites? D'abord dire que je pense que nous avons dans l'arsenal juridique de quoi y répondre, y compris sur Dieudonné et Soral. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises, il y a eu des spectacles qui ont été interdits, c'est-à-dire que quand on veut, on a les outils pour le faire. Mais vous souhaitez qu'on ferme leur site, par exemple? Mais la question est intégralement posée. Il a déjà été interdit de spectacle, par exemple, Dieudonné. Non, je vous parle du site, des vidéos qui sont vues, des milliers, des millions. Si les vidéos et si les sites internet ont des contenus qui tombent sous le coup de la loi, ça me semble évident qu'il faille apporter une réponse et éventuellement les fermer. Dès lors que ce qui est écrit tombe sous le coup de la loi, la question ne se pose pas. Et je crois que véritablement, y compris on a un certain nombre de jurisprudences en France qui permettent de faire face déjà à ces agissements. Maintenant, il y a la question épineuse, importante, des réseaux sociaux. Moi, je considère que on a notamment un levier qui est sur la question des directeurs de publication. Vous savez que Twitter, Facebook et toutes les antennes de réseaux sociaux n'ont pas de directeur de publication. Or, c'est bien par là qu'il y aurait la responsabilité juridique qui ferait que, plutôt que sur la personne qui a porté plainte à éventuellement faire une enquête longue pour savoir qui est derrière, eh bien, il y aurait une responsabilité, comme vous dites, de la part de ces réseaux, de faire le ménage. Parce que, autant je suis opposé à la levée de l'anonymat, parce que je considère qu'on doit pouvoir participer au débat sans craindre que son identité soit révélée à tout bout de champ, mais je crois que quand il y a des propos qui sont injurieux, qui tombent sous le coup de la loi, eh bien, il faut que la responsabilité incombe directement au réseau, et que pour ça, il faut nommer des directeurs de publication qui aient cette tâche et qui soient responsables. Merci beaucoup, merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité ce matin. La suite de notre émission, c'est dans 2 minutes.